faciliter les choses et la compréhension pour tout le monde. Et nos chers adhérents marocains associés à l'AM3D le comprendront parfaitement. Le webinaire se tiendra en français de manière à pouvoir faciliter la communication et l'échange entre toutes les parties prenantes. Et c'est pour montrer que le 3D, ou plutôt le pest management, ou le pest control, appelez-le comme vous voulez, mais c'est une affaire qui est commune. Hein, c'est une activité qui est transverse et qui concerne aussi bien les opérateurs que, effectivement, les clients finaux, les parties prenantes. Donc, c'est une question de partenariat, d'où l'importance de vous avoir réunis autour de ce sujet aujourd'hui sur les exigences IPM. Je commence par une présentation qui sera très rapide sur l'association AM3D. Khadija, Myriam et les personnes autour qui sont co-organisateurs, qui ont accès au micro, peuvent me dire s'il y a un problème de son ou autre ou d'image. L'association M3D joue un rôle en fait de communication entre les professionnels. Vous avez ici quelques images de réunions que l'on organise à travers le territoire, que ce soit entre les professionnels du secteur, comme également entre les parties prenantes. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu le plaisir de participer avec nous sur des événements de ce type, où on essaye de fédérer, de réunir, de resserrer les liens entre les parties prenantes, les prestataires dans un premier temps, mais également les donneurs d'ordre, les prescripteurs, qui sont amenés à chercher une prestation de service professionnelle. Donc, notre rôle en tant qu'association, c'est d'éclairer ce décideur sur cette profession qui, malheureusement, encore au Maroc, est une profession qui est sous-encadrée. Il y a un encadrement produit, mais il y a un manque d'encadrement métier, mais c'est quelque chose qui avance très bien grâce à l'engagement des autorités de tutelle. On en reparlera juste après. On essaye également d'être l'interlocuteur de premier choix, aussi bien des autorités de tutelle, mais également du citoyen. Le citoyen lambda, on reçoit des correspondances email, téléphone, aussi bien de donneurs d'ordre que de citoyens qui sont à la recherche de prestataires qui répondent à un service de qualité, à des critères minimum ou un seuil de compétences. Et donc, notre rôle, c'est de se positionner comme un véritable organe de conseil. On a des partenariats qui sont institutionnels et des coopérations actives. Parmi les partenariats institutionnels avec des conventions qui ont été signées, c'est les plus importantes, ce sont les deux que vous avez sur la gauche, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé, parce que c'est l'organe de tutelle, c'est lui qui autorise, bien sûr, les produits qu'on est amené à utiliser ou les différentes techniques qu'on est amené à utiliser en tant que professionnel de la lutte contre les nuisibles, mais aussi bien aussi les opérateurs. Aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait un agrément, à ce qu'il y ait une licence, ou en tout cas un minimum de compétences pour pouvoir accéder au métier, puisque c'est un métier qui est sensible. On ne parle pas de n'importe quel type d'usage, mais d'un usage de produits raisonnés et de produits potentiellement dangereux. On dit souvent que tout est dangereux, c'est l'usage après qui sécurise. Donc, l'usage est assez important en l'occurrence. Le ministère de l'Intérieur, puisque les 273 bureaux d'hygiène au Maroc, ce sont des acteurs publics dominants, très importants, qui travaillent sur la lutte anti-nuisible et la protection du citoyen au niveau des aires publiques. Donc, il y avait intérêt à ce qu'il y ait un pont de coopération entre les acteurs privés et publics, l'Institut Pasteur pour la recherche scientifique et Margen, avec qui on est en étroite relation et en partenariat officiel sous convention pour être l'organe de conseil officiel de l'industriel. On fait un appel également à l'ensemble des industriels qui peuvent être connectés. On a pas mal d'industriels qui sont aujourd'hui présents dans ces webinaires. Vous pouvez considérer la M3D comme un organe de conseil, une partie prenante qui sera neutre, qui sera indépendante, qui serait capable de vous orienter sur les questions de 3D, donc tout ce qui est dératisation, désinsectisation, désinfection ou déreptilisation, tout dépend comment on le perçoit. Et puis les coopérations actives avec l'IMANOR, l'Institut marocain de la normalisation, avec qui on œuvre beaucoup sur l'émergence d'une norme. Je pense que tu en reparleras, Nicolas. L'ANSA, bien sûr, qui est l'organe d'inspection et de contrôle pour les unités industrielles. La Pénagri, qu'on remercie énormément, qui ont routé cette invitation auprès de l'ensemble de leurs membres. Et puis, une partie prenante qui est très importante, c'est la Fédération marocaine de la protection des droits du consommateur, avec qui on essaie de travailler en relais d'information pour le citoyen. Vous avez ici quelques chiffres, mais je vais basculer très rapidement parce que ce n'est pas le plus important. Vous pouvez trouver tous ces éléments-là sur le site am3d.ma, même s'il est en pleine refonte. Vous allez voir, il est un tout petit peu vieux, on est en train de le mettre à jour, mais de le moderniser, pardon. Mais on est en train de… Vous avez pas mal d'éléments, des communiqués, des publications, des actualités, des informations utiles pour tout donneur d'ordre ou tout décideur ou tout opérateur également.
Sur l'avancement réglementaire, vous avez ici quelques photos de la dernière consultation nationale qu'on a co-organisée avec le ministère de la Santé, qui avait pour objectif de prendre un peu le pouls du marché professionnel, des acteurs à travers le royaume qui opèrent, qui proposent des services de lutte contre les nuisibles dans les unités, entre autres industrielles, mais même bien au-delà. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire naître, si vous voulez, des critères de professionnalisme qu'on va proposer, qu'on va recommander auprès du ministère de la Santé et qui feront partie intégrante du futur cadre réglementaire et notamment de la prochaine procédure d'agrément pour les opérateurs de lutte contre les nuisibles qui œuvrent dans le secteur privé. La M3D, c'est également beaucoup de travail à l'international. Ici, quelques représentations à Boston, Miami, l'Espagne, notamment Madrid, Bologne, Italie, Honolulu, Hawaï. C'est beaucoup de représentations internationales puisqu'on fait partie de la Global Pest Management Coalition. C'est le petit logo que vous avez en haut à droite. C'est une coalition internationale de plusieurs pays. On est très, très fiers d'être le premier pays d'Afrique et le premier pays également du monde arabe à faire partie de cette coalition, à représenter. Donc, on espère être rejoint par d'autres confrères. On sait qu'au Sénégal, ça bouge. Sur beaucoup de pays, au niveau de notre cher continent, ça bouge beaucoup. Donc, on essaye effectivement de pouvoir resserrer les liens entre les opérateurs, que ce soit hémisphère nord comme hémisphère sud, de manière à pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques et essayer de comprendre les tendances que va prendre notre métier à l'avenir. Beaucoup de communication média également. Vous retrouverez ça sur le site YouTube, entre autres, sur la chaîne YouTube et puis sur d'autres support de communication, le LinkedIn, le Facebook de l'association AM3D. Je termine sur deux choses importantes avant de passer la main. On parle souvent de pesticides, qu'on prenne bien conscience qu'il y a deux types de pesticides. Il y a l'approche phytosanitaire qui cherche à protéger les végétaux et puis l'approche public health, c'est-à-dire le pest management, la protection de la santé humaine. On est vraiment aujourd'hui sur la partie de droite et tout ce qu'on va aborder à 99% dans ce webinaire concernera le public health, c'est-à-dire la partie de droite, la protection des activités, la protection de l'homme, la protection également environnementale ou le One Health, comme le concept que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. L'évolution du 3D en hygiène publique est assez importante. On parle beaucoup d'élargissement de la boîte à outils, on parle beaucoup d'approche AIPM, on parle beaucoup du management du risque et Nicolas va vous en parler dans beaucoup de détails. Je vais terminer sur un point qui concerne l'association en vous représentant pour ceux qui peut-être que l'auraient déjà découvert ou ceux qui ne le connaîtraient pas, le film officiel de la M3D. Et ensuite, je donnerai la main à Nicolas pour respecter le timing. Tu vois, Nicolas, je suis dans les 10 minutes, un petit peu moins même de présentation. Je lance le film et je vous dis dans 2 minutes pour le démarrage du webinaire. السلام عليكم. هذه رسالة من الجمعية المغربية لمهني محاربة الآفات في النظافة العامة. جمعيتنا كتمثل الشركات المختصين في هذا القطاع الحيوي بمجال الصحة العامة من خلال التحكم بالكائنات الضارة ونواقل الأمراض. القوارض والحشرات كتعرض الصحة ديال الإنسان لعدة مخاطر كيساهم التمدد العمراني والتغيرات المناخية في الانتشار ديالها في الوسط المعيشي. والدور ديالنا كخبراء في مجال مكافحة الآفات هو الحد من هذه المخاطر بشكل احترافي وبطرق آمنة. هناك بعض الاستعمالات العشوائية للمبيدات المهنية تتعرض الصحة العامة والبيئة لأضرار وخيمة. لهذا الحكومة كتشتغل على تعزيز استخدام المعقلن عن طريق اعتماد تقنيين مؤهلين. ربطت الجمعية ديالنا شراكة تعاون مع هيئات رسمية وخاصة، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مكاتب حفظ الصحة، فيدراليات مهنية، معاهد علمية وجمعيات مدنية، من أجل الوصول إلى أهدافنا المشتركة والمتمثلة في الرفع من مستوى قطاع مكافحة الآفات والنواقل، تقنينه والحرص على حماية صحة الإنسان والحفاظ على البيئة والتنوع الإيكولوجي. أنشطة الجمعية كتقرب من فاعلي قطاع النظافة العامة وكتهدف إلى التميز المهني من خلال لقاءات وطنية ودورات تكوينية. على الصعيد الدولي لا M3D عندها تعاون مع مختلف الهيئات
لتبادل الخبرات والتطوير من مهارات المهنيين المغاربة في هذا المجال. نضموا لجمعية ايم 3 دي باش ندعموا بشكل فعال الطموحات الكبيرة ديال بلادنا لسلامتنا وسلامة وليداتنا. مرحبا بكم في جمعيتكم. Voilà pour la présentation de l'association. Donc, vous voyez bien que la M3D essaye d'œuvrer de manière assez dynamique pour pouvoir aller de l'avant. On ne peut pas aller seul, comment dire, mais valoriser seul ce métier. Il faut que ce soit un travail commun. Il faut qu'on puisse tous s'unir pour la protection du citoyen, au-delà de toute considération stratégique, commerciale, ce qu'on peut dire. Ce qui est important, c'est de pouvoir œuvrer ensemble et essayer ensemble de relever ce niveau de ces standards d'hygiène. Je te laisse la parole désormais, Nicolas, pour la présentation. On va pouvoir lancer le webinaire. Ma présentation fait venir pas mal de monde. Donc, c'est bon. Ils sont plus prêts pour toi, tu vois, hein? Allez, je te donne la parole et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Abdelkarim. C'est en tout cas un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est avec plaisir et c'est vrai que si je suis là aussi ce soir et si on est aujourd'hui membre partenaire de la M3D, membre formateur, c'est parce que aussi avec Abdelkarim, on se connaît depuis quand même quelques dizaines d'années, mine de rien. On fait jeune comme ça, mais oui, on a un peu de bouteille et on a eu l'occasion d'avoir beaucoup d'expériences communes. Et c'est vrai qu'on a aussi aujourd'hui une vision commune de notre métier. C'est important d'avoir cette vision. Donc, Abdelkarim vous a parlé effectivement du fait de nos missions. Hein, on a vraiment une profession à mission de protection des populations sur les risques sanitaires, mais également nos missions de protection des denrées alimentaires, protection des bâtiments. Et c'est aujourd'hui ces valeurs qu'on partage entre tous. Si vous êtes là d'ailleurs ce soir, c'est aussi parce qu'on a envie que notre métier soit valorisé. Et je peux vous dire que il y a quelques années en arrière, effectivement, le métier du 3D n'était pas forcément valorisé comme il l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, Abdelkarim, je te remercie beaucoup de cette belle présentation de la M3D. C'est vraiment une très belle présentation, je tenais aussi à le dire, et à vous féliciter du travail que vous faites. Parce que côté français, on a également cette même démarche, tu le sais également, et on va dans le même sens, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que finalement, il n'y a pas de frontières, on a un métier où il n'y a pas de frontières, on a les mêmes problématiques, et il faut essayer d'avoir la même vision de ce beau métier qui est le métier du 3D où on a des réelles valeurs. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de métiers finalement qui sont présents pour protéger la population des risques sanitaires, qui protègent nos denrées alimentaires et qui protègent nos bâtiments. Et ça, je tiens à le repréciser parce que c'est aujourd'hui toutes ces valeurs-là qu'on partage entre la M3D, EasyPest et d'ailleurs toutes mes équipes également. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on arrive à avoir un beau partenariat et qu'on va faire avancer ces beaux métiers en tout cas, ces beaux métiers du 3D. Voilà. Alors, merci Monsieur Nicolas pour cette présentation. Alors juste avant de lancer la formation, je rappelle l'ensemble des participants qu'on va recevoir leurs questions via le chat. Ma collègue Mariam Aït Abdallah va gérer toutes les questions pour ne rater rien. Et comme ça, on vous posera les questions un par un à la fin de votre présentation. Et si vous le souhaitez poser des questions à vive voix à la fin de la présentation de M. Nicolas, n'hésitez pas, nous allons réactiver les micros pour que vous puissiez poser les questions comme vous voulez. C'est bon? Alors, bon webinaire à tous. Je lance la présentation, M. Nicolas. C'est bon. Alors, c'est parti. Hop. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce webinaire donc autour des normes, des industries normées, de l'IPM. Alors c'est vrai que moi j'ai mis ce petit logo qu'on appelle nous chez nous, en tout cas chez EasyPest, Quali-Sanitation. C'est une formation qui est effectivement aujourd'hui très adaptée à cet environnement normé, que ce soit sur la partie agroalimentaire ou la partie
finalement normés, cosmétiques, pharmaceutiques, finalement, on a le même objectif. Hein, donc c'est avec plaisir que je partage cette présentation également avec Abdelkarim, car c'est vraiment dans cet environnement-là que on va devoir faire évoluer notre métier du 3D. Alors, on va parler donc ce soir de différents sujets. Alors, je vais vous présenter rapidement EasyPest, parce que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Je sais que certains d'entre vous nous connaissent très bien. Donc, je vais déjà vous présenter rapidement un petit peu l'équipe EasyPest pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je peux passer, Khadija, sur les différentes slides, s'il vous plaît. Voilà. Déjà, on ne voit pas la slide suivante. Si tu peux, s'il te plaît, prendre la main. Alors. C'est avec moi, je vais faire un... Ça ne marche pas le partage fenêtre. J'arrête, je fais un partage d'écran directement. Sinon, au cas où, Abdelkarim, je reprendrai la main et puis je le ferai comme on a fait tout à l'heure. Sinon, non, pas grave. Déjà, c'est bon? Alors, dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Voilà. Oui, c'est bon, je vois l'écran. Tout à fait. C'est le bon slide? Tout à fait. Donc, voilà, c'était le bon slide. C'était pour présenter mes équipes. Vous connaissez certainement déjà le docteur Romain Lasseur, avec qui Abdelkarim a déjà fait un webinaire sur les rongeurs. Donc moi, je suis arrivé il y a maintenant plus de 6 ans, après avoir fait 20 ans de prestation de services dans différentes structures au sein du monde 3D en France. Donc j'avais avec des gros périmètres. Donc avec Romain, on a monté donc EasyPest en 2018. Donc on est un organisme totalement indépendant aujourd'hui, ce qui nous permet à un moment donné de pouvoir parler des choses de façon concrète. Et c'est vrai que, et en toute transparence surtout, avec nos valeurs, c'est effectivement de mettre en place toute cette notion de métier 3D, mais tout en protégeant la population, en protégeant l'environnement, en évitant potentiellement d'avoir des impacts sur les espèces non cibles, en faisant attention également à tout ce qui est intoxication secondaire, mais également en limitant tout ce qui est souffrance animale. Ça, c'est aussi un peu notre credo. On doit faire aussi un peu attention à tout ce que l'on fait. Et c'est vrai qu'avec Romain, on a monté il y a maintenant plus de 6 ans donc EasyPest, et c'est une belle aventure. On peut voir qu'aujourd'hui, donc on est 7 formateurs temps plein. On a également Olivier Thibonnet qui est entomologiste. On a Jérôme Durand qui est formateur auditeur. Également, et puis nos petits derniers avec Julien, Grégory et puis Jonathan, qui donc on se partage un peu toute la France pour pouvoir être au plus proche de nos clients donc sur la France. Et puis on a aussi des formateurs vacataires, on en a 7 qui sont un peu plus spécialisés en fonction des besoins. Donc vous aurez l'occasion de me voir prochainement, puisqu'avec Abdelkarim on va lancer donc des formations certibiocides en présentiel au Maroc. Mais également, on en a quotidiennement en visio. Je vous ferai un petit panel de toutes nos formations en visio à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez savoir à quelle typologie d'offres vous pouvez avoir accès en visio, mais également, potentiellement, si vous avez des demandes de formation particulières en présentiel, faites-le nous savoir et en tout cas, on sera totalement open pour pouvoir transmettre ces formations-là en présentiel au Maroc. Notre point fort également, et je vous dis notre point fort, pourquoi? C'est toute la partie administrative. Aujourd'hui, dans la formation, on a des grosses demandes administratives sur le suivi du stagiaire, sur les émargements, le suivi pédagogique. Et là, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas une assistante. Aujourd'hui, on a Christine, qui est la directrice du pôle global, épaulée de Sandrine Loriot, qui est la responsable administrative. Et puis ensuite, on a Abby, Dorian, Charmaine et Lindsay qui sont là pour gérer toutes les convocations, les inscriptions, vous aider potentiellement à
à voir quelles sont les meilleures formations en adéquation avec vos besoins. Donc aujourd'hui, on est vraiment staffé, que ce soit au niveau pédagogique avec les formateurs, mais également au niveau administratif. Donc si vous avez des besoins, on sera là, que ce soit au niveau administratif ou sur le terrain, pour vous accompagner. Alors, le premier point que je voulais vous parler au niveau de ce webinaire, c'est le rôle du pest management. Abdelkarim vous a parlé pest control, pest management. Oui, pest control, c'était vraiment le terme initial de notre métier, hein, le pest control, contrôle du nuisible, contrôle du pest, qui finalement aujourd'hui va vers ce qu'on appelle le pest management. Le pest management, c'est quoi? C'est du pest control, mais c'est comment aussi je vais gérer l'ensemble de mon environnement. Et ce rôle du pest management, c'est comment je vais gérer l'environnement dans lequel je vis, avec les nouvelles espèces, les nouveaux enjeux qu'on peut avoir, avec également un marché qui évolue. Parfois, des marchés qui évoluent par rapport au coût, un marché parfois qui évolue avec des réglementations. Et ça, cette pression réglementaire, on l'a tous au quotidien. Alors, plus ou moins en fonction des pays. Abdelkarim vous parlait de tout ce qui est usage. Oui, ce qui est important, c'est de respecter les usages des différents produits, de ne pas faire les apprentis sorciers. Parce qu'à un moment donné, s'il y a des usages qui sont bien respectés, c'est aussi la protection de l'opérateur, la protection des clients, la protection de l'environnement et des espèces sensibles qui seront sécurisées. Il faut aussi potentiellement faire avec des clients qui vont avoir le refus de la chimie. On voit très bien au niveau mondial le mouvement bio, le mouvement écologique, qui fait que la partie pest management, on va aller beaucoup plus sur le fait de gérer mon environnement. Et ça, je vous en reparlerai sur l'IPM à la fin. Ensuite, gérer comment je vais faire un maximum de prévention. L'objectif, c'est d'avoir une balance bénéfice-risque et une balance surtout préventive de 90% de préventif, 10% de curatif. Plus je fais un bon préventif, moins il y aura de curatif à faire. C'est-à-dire que je vais devoir essayer d'anticiper les problématiques pour limiter les traitements curatifs qui vont potentiellement avoir un peu plus d'impact sur la santé de l'homme, un peu plus d'impact sur l'environnement. Et plus je fais de curatif de qualité, moins il y aura de curatif. Et ça, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Et pour cela, pour pouvoir amener une bonne prévention, la formation, alors je prêche effectivement pour ce que je fais au quotidien, mais aujourd'hui, un personnel qui est formé, c'est un personnel qui va utiliser correctement les produits, qui va connaître toute la boîte à outils, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est connaître la boîte à outils pour pouvoir utiliser le bon outil au bon endroit, au bon moment. Et ça, cette notion de formation, c'est vraiment lié au professionnalisme. Plus je vais être formé, plus je vais avoir une boîte à outils qui va être étendue. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans cette notion d'ouverture pour pouvoir adapter les meilleures méthodes. Alors, je ne vais pas parler de traitement, mais d'application en fonction des différentes problématiques que vous aurez au quotidien. Et c'est vrai que dans la partie normée, on n'a pas le choix, on est typiquement dedans. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un marché au niveau de l'hygiène publique. Abdelkarim vous l'a dit, aujourd'hui, on va vraiment parler de tout l'aspect pest management, protection finalement de notre hygiène publique, où vous êtes remis au centre du système. Vous êtes aujourd'hui un acteur fondamental qui a parfois été un petit peu oublié effectivement ces 10 dernières années, mais qu'il faut remettre au centre du système. Vous avez aujourd'hui une réelle valeur de santé publique. Et ça, je vous le dis et je vous confirme que vous avez aujourd'hui un rôle essentiel dans la santé publique. Et ça, il faut que vous les ayez aujourd'hui, vraiment cette notion que la partie 3D a un rôle essentiel dans cette partie de santé publique. Et ça, c'est vraiment important. Et vous devez faire attention à votre visibilité, à votre activité et tout le service après-vente, tout le SAV. Et dans la partie IPM, donc Integrated Pest Management, il faut mettre en avant, c'est vrai qu'on parlait dans un passé assez proche de lutte alternative, de lutte éco-responsable, c'était les luttes alternatives, et finalement, demain, ce ne sera plus des luttes alternatives, ce sera des luttes communes. Et les luttes alternatives, ce sera potentiellement demain peut-être la chimie. Voilà. Et il est important que pour chaque problématique, vous puissiez aussi associer les risques sanitaires, les risques sur le produit, les risques sur les bâtiments,
Quand j'ai une problématique et que j'associe les risques, ça aussi amène de la valeur à votre application. Et c'est là tous les efforts qu'on fait au quotidien pour vous expliquer le virage du pest control au pest management. Donc c'est vrai que les attentes qu'on a envers un prestataire aujourd'hui, c'est vrai que les industries normées ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir comment vous fonctionnez. Et c'est vrai que moi, j'aime bien cette notion de savoir-être. Le savoir-être, on l'a, on ne l'a pas, entre guillemets. Par contre, le savoir-faire, on l'acquiert, pas de souci. Mais en tout cas, dans le savoir-être, c'est savoir communiquer correctement. Vous allez voir, j'ai fait un petit pavé sur la communication, qui pour moi, la communication, c'est quelque chose qui est fondamental. Et pour cela, le savoir-être, c'est la première chose qu'on vous demande en tant que prestataire. On vous demande aussi d'être réactif. S'il y a une problématique, on ne peut pas attendre une semaine avant de pouvoir se déplacer et gérer une problématique. La réactivité, c'est moins de 48 heures. Je connais même certains référentiels, on va dire spécifiques agroalimentaires, où on demande de la réactivité en moins de 48 heures, en moins de 24 heures même. Par exemple, je ne sais pas si le référentiel Tesco, ça vous dit quelque chose, mais chez Tesco, on vous demande d'interagir en dessous des 24 heures. Et toujours dans cette notion de repousser, de gérer mon environnement, rendre un environnement hostile plutôt que de tuer des espèces. Et c'est vrai que pour pouvoir mettre tout ça en place, mine de rien, l'acteur principal, c'est l'applicateur, c'est le technicien qui est au centre de tout ça. Donc, pour gérer la partie pest management, je vous l'ai dit, donc il y a cette notion de formation, ça c'est une chose, formation sur toute la boîte à outils, pour pouvoir réaliser aujourd'hui des bonnes inspections. Et une bonne inspection, c'est un bon diagnostic. Donc, une bonne inspection, un bon diagnostic, c'est aussi ce qui va permettre de pouvoir choisir le bon outil dans ma boîte à outils pour limiter les traitements curatifs et pour avoir de bons moyens de surveillance, d'être proactif. Et tout ça, ça va demander des indicateurs d'efficacité pour pouvoir maîtriser les risques de développement de rongeurs, d'insectes, qui vont potentiellement être des risques sur la santé publique, sur les produits et sur nos bâtiments. Donc là, on est typiquement dans ce qu'on appelle la gestion intégrée de notre métier. Alors, maintenant, on va passer sur les attendus globaux. Donc, PCO, un pest control opérateur. On va plutôt aller vers maintenant le pest management opérateur. Et l'industrie agroalimentaire est typiquement une industrie qui va vous pousser à aller dans cet environnement. En sachant qu'aujourd'hui, dans les industries agroalimentaires, votre premier axe où vous devez agir, c'est pour la sécurité alimentaire. Et au niveau de la sécurité alimentaire, vous allez agir sur ce qu'on appelle la salubrité. C'est la qualité sanitaire et hygiénique des bâtiments. C'est aussi protéger les aliments qui sont produits, mais c'est également avoir tout ce qui est garder les caractéristiques des aliments qui seront transformés, qui seront produits dans l'environnement. Mais tout ça, finalement, va être un point parmi aussi l'aspect production, exploitation, où vous devez protéger finalement, si je gère correctement l'industrie agro, vous allez aussi favoriser la bonne disponibilité des produits, le bon accès, la bonne stabilité des ressources alimentaires. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment le rôle du 3D est vraiment un rôle carrefour. C'est vraiment la croisée des chemins de la partie disponibilité, accessible, stabilité et salubrité des produits qui seront fabriqués. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez 3 missions: protection de la santé publique, protection des denrées alimentaires et la protection de nos bâtiments. Et bien là, on est typiquement dans cette phase-là, donc protéger la nourriture. On sait que potentiellement aujourd'hui, beaucoup de denrées alimentaires sont dégradées par les rongeurs et par les insectes. Il y avait des chiffres de l'OMS, on n'était pas loin de 25 millions de tonnes de céréales par an dégradées par les rongeurs. C'est juste énorme. Donc, qui dit dégradé, dit 25 millions de tonnes de céréales qui ne seront pas potentiellement transformées en alimentation, humaine ou animale d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'aussi, la présence de rongeurs ou d'insectes vont amener à la dégradation des bâtiments, pouvant aller jusqu'à des risques d'incendie. Et bien sûr, pour moi, une des missions principales, c'est de minimiser le risque de transmission de maladies des animaux à l'homme. Que ce soit sur le moustique, mais également sur les blattes, où les blattes vont être porteuses potentiellement d'agents pathogènes. Et tout cela,
à un moment donné, vont amener à protéger aussi l'image des industries agroalimentaires. Et je pense que vous avez tous entendu parler des différents scandales sanitaires en agroalimentaire qu'il peut y avoir en Europe. Hein, c'est des choses qui sont aujourd'hui remontées très facilement, or qu'il y a une dizaine d'années en arrière, c'était plutôt étouffé. Et bien là, maintenant, tous ces risques sanitaires sont mis au devant de la scène et c'est ce qui valorise aujourd'hui votre métier. Comme je vous l'ai dit également en préambule, la communication est pour moi une étape fondamentale sur le bon partenariat. Et je vous parle de partenariat, j'aime pas avoir cette notion de relation client-fournisseur, client-prestataire. Moi, j'aime quand on parle de partenariat. Aujourd'hui, je suis prestataire. Vous devez rendre un service auprès des industries normées, mais il faut bien faire comprendre aussi, en tant que prestataire, que vous avez besoin d'un partenaire en face de vous et pas forcément d'un client qui va tout vous déléguer. Aujourd'hui, l'industrie normée doit aussi mettre la main à la pâte pour aider le prestataire à avoir de bons résultats. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'un sans l'autre. Pour moi, c'est le rôle de partenariat, industrie normée et partenaire qui va faire que vous allez avoir de bons résultats. Et tout cela, ça rentre dans la partie communication. Dans la partie communication, parce que si j'ai une bonne compréhension de cette notion de partenariat, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple à mettre des actions communes en place pour pouvoir avoir du résultat dans votre système de pest management. Et pour les prestataires, aujourd'hui, on a pas mal d'outils comme les méthodes HACCP, par exemple, qui vont vous aider à utiliser les bonnes méthodes, à avoir cette notion d'analyse de risque. Pareil, vous devez, en tout cas en tant que prestataire, ne pas tenir de mystère, de mythe sur le métier. Expliquer les choses comme elles le sont. Et quand on dit, je vais mettre en place telle technique parce que c'est vers là que je veux aller, c'est beaucoup plus simple que de dire, je vais mettre ça en place et je n'explique rien. Donc, tout ce que vous faites, expliquez-le. C'est ce qui permet d'avoir un bon partenariat. Donc, vous devez, alors c'est ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des industries normées, mais également des prestataires. Et là, vous êtes aujourd'hui, finalement, sur le même objectif. Et pour cela, vous devez être des partenaires. Et pour être des partenaires, il faut bien communiquer, il faut expliquer les choses et il faut être transparent. Pour être transparent, il faut expliquer la réglementation. Voilà. Donc, la réglementation ou les points positifs et les points négatifs de chaque méthode, par exemple. Pourquoi je mets tel DUV à tel endroit? Pourquoi les ultrasons, je ne les mets pas à 24/24? Pourquoi j'essaye potentiellement de déjà maîtriser mon extérieur et ensuite l'intérieur? Tout ça, ça s'explique. Pourquoi je dois faire un bon nettoyage pour limiter les concurrences alimentaires? Parce que si j'ai la concurrence alimentaire, forcément, ça va baisser l'attractivité de mes traitements. Et ça, c'est important que vous puissiez expliquer. Soyez pédagogue. Ce que nous, on fait finalement avec vous en formation, aux prestataires, faites-le également auprès des clients finaux et auprès des clients de l'industrie agroalimentaire. Pour cela, vous devez avoir un système documentaire qui tienne la route. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas documenté est considéré comme non réalisé. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont mettre en place la norme 1636, qui est en train d'arriver justement et qui est en train d'être mis en place, et ça, je remercie aussi Abdelkarim de tous les efforts justement pour amener cette professionnalisation du métier. Comme il disait tout à l'heure, c'est des métiers qui sont finalement très peu encadrés. On a les mêmes soucis aujourd'hui en France où on n'a pas d'agrément d'entreprise, il y a très peu de contrôle, à part quand il y a litige. Il faut savoir que dans cette norme-là, vous devez enregistrer tout ce que vous faites. Si ce n'est pas enregistré, c'est considéré comme non fait. Comme on dit souvent, les écrits restent, les paroles s'effacent. Donc, enregistrez les informations. Ayez des informations qui soient fiables, les bonnes fiches de notes de sécurité à jour, les fiches techniques, les autorisations de mise sur marché, les étiquettes. Ayez des classeurs de suivi ou en tout cas des logiciels qui vous permettent de pouvoir bien communiquer les informations auprès de vos clients et aussi avoir des informations qui soient fluides, avec des bons comptes rendus, avoir des gestions de plans d'action, avec les constats, les risques associés, les recommandations, le pilote, un délai. Ça, c'est important, avoir cette notion d'action corrective et d'action préventive. Et tout cela, vous devez également l'associer à des plans d'implantation pour permettre de bien suivre
justement votre prestation de service. Si vous n'avez pas de plan d'implantation aujourd'hui, comment vous êtes capable de pouvoir gérer cette partie de pest control finalement, du contrôle du dispositif? Donc, la partie pest control était vraiment très liée au plan d'implantation. Maintenant, je vais vous faire une petite synthèse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les normes parce que ça prend beaucoup de temps, mais il faut savoir que toutes les normes, toutes les référentiels finalement partent d'une base qui, entre le GFSI et puis les méthodes, la démarche HACCP, donc c'est bien une démarche, c'est vraiment la démarche de base. Et ensuite, on va avoir des différents référentiels qui vont avoir des détails plus ou moins importants sur tel et tel secteur. En tout cas, je vais essayer d'être très synthétique sur les différentes démarches pour que ce soit le plus simple pour vous. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on va avoir des démarches obligatoires, qui est l'application de la méthode HACCP, tout ce qui est GFSI, et on va avoir des démarches volontaires, plutôt des démarches commerciales, avec des référentiels de sécurité alimentaire, comme l'IFS, que vous devez entendre parler régulièrement, le BRC, pour tout ce qui est industrie britannique, l'AIB, pour tout ce qui est industrie américaine. Et il existe aujourd'hui d'ailleurs une sorte de norme ISO, que le FSSC 22000, qui finalement englobe un petit peu tout ça et qui vous laisse, justement, par rapport à une analyse de risque, gérer votre prestation en fonction de ce que vous allez voir et en minimisant le risque de contamination du produit. Donc, il faut bien faire attention à cette notion d'obligation, et ça, c'est la méthode HACCP qu'on doit avoir en industrie agroalimentaire, et des notions volontaires plutôt commerciales avec des référentiels, des normes spécifiques comme l'IFS, le BRC, l'AIB, Market Spencer, Tesco, ou encore le FFSC 22000. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, à savoir que tout part du référentiel de la démarche HACCP qui vous permet de pouvoir limiter le risque de corps étrangers, de pouvoir limiter la contamination microbienne, avec tout ce qui est salmonelle, Escherichia coli, staphylocoque, les risques allergènes, et tout cela a pour objectif de maîtriser le risque sanitaire sur le produit pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte que le produit qui va sortir de vos unités soit les plus fiables possibles et puisse être consommé en toute sécurité. Excusez-moi. Donc, il faut savoir qu'effectivement, tous ces référentiels vont se porter sur les bonnes pratiques avec des process normés, avec des procédures de contrôle pour que vous puissiez avoir une traçabilité hors pair, exhaustive et vraiment importante. Lorsque j'utilise par exemple un produit, mettre la bonne quantité, les bonnes dilutions, mettre un numéro de l'eau, car si demain vous avez une problématique de gestion de risque à faire, si vous n'avez pas tout ça, ça va être compliqué de pouvoir aller jusqu'à la source. Donc, ayez, on va dire, un reporting rigoureux qui permet d'avoir une traçabilité, on va dire, fluide, qui ne sera pas opaque, et s'il y a quoi que ce soit, que je puisse répondre aux différentes exigences. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans l'environnement agroalimentaire, c'est cette notion d'amélioration continue où on doit se remettre en question systématiquement. Et là, on est typiquement dans cette méthode HACCP où finalement, j'analyse les différents risques de façon anarchique. Donc, finalement, je me remets en question au quotidien. Et il faut savoir également que ces méthodes HACCP, on les duplique également, pas qu'en industrie agroalimentaire, mais également l'industrie pharmaceutique avec la FDA, par exemple. Et cette méthode-là, on la retrouve beaucoup au niveau du FSSC 22000 avec cette notion d'analyse de risque. Je suis dans un environnement, si un rongeur vient dans l'environnement, quel va être le risque? L'objectif étant de maîtriser le risque en ayant, on va dire, des opérations qui soient les moins impactantes tout de suite avec une bonne traçabilité et en mettant en avant la partie intégrée, c'est-à-dire comment je gère mon environnement, comment je peux avoir des bonnes actions de détection pour être proactif. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas finalement d'attendre qu'il y ait un souci, mais potentiellement de dire, attention, là, je commence à être à risque. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être proactif pour éviter toute infestation? Des intrusions, on en a assez régulièrement, intrusion d'insectes, intrusion de rongeurs, c'est des choses qu'on voit couramment. Mais l'objectif, en faisant ça, c'est d'éviter de transformer une intrusion en infestation, c'est-à-dire en développement de rongeurs ou en développement d'insectes. Et pour cela, on va être aidé avec la méthode HACCP, mais avec les différentes normes associées.
qui vont vous aider, qui vont vous guider à avoir finalement cette bonne prévention. Comme je vous le disais tout à l'heure, la méthode HACCP, ce n'est pas une certification, c'est vraiment le pacte d'origine de ces référentiels, où on a pour objectif d'analyser les dangers, de pouvoir faire un point sur les points critiques avec des seuils. On va vous demander de faire un point sur les seuils critiques. Et comme ça, si j'ai un dépassement de seuil, je mets en place une action corrective. Une fois que j'ai mis une action corrective, je dois la suivre. Je dois vérifier si à un moment donné, cette action corrective va suffire. Et dans les actions que je dois mettre au quotidien sur les méthodes HACCP, c'est pas compliqué, c'est je fais attention si je mets des appâts chimiques en protégeant un maximum mon appât chimique. L'objectif de mon appât chimique, c'est qu'il puisse être efficace sur mes espèces cibles, mais potentiellement qu'il ne rende pas mon produit dangereux pour les espèces non cibles, dont l'homme, dont nous faisons partie. Donc pour cela, on va mettre des dispositifs non dispersibles dans des postes sécurisés. On va essayer de fixer un maximum les dispositifs. En termes de lutte insecticide en agroalimentaire, on va essayer de mettre des produits avec le moins de rémanence possible pour éviter de retrouver potentiellement des molécules actives dans le produit. Au niveau des DUV, on va préférer les DUV à plaque de glu pour éviter tous les corps étrangers. Et on va mettre en place des checklists de suivi, 2 points de contrôle, 2 plans d'action pour pouvoir suivre correctement notre système de pest management. Et j'invite, en tout cas industriels de l'agroalimentaire et prestataires, de vous réunir à minima une fois par an pour faire une revue périodique de toutes vos procédures, pour voir si tout se passe bien. Ça, c'est important. Alors, au niveau des référentiels de sécurité alimentaire qu'on va retrouver en industrie agroalimentaire, donc tout est basé effectivement sur les méthodes HACCP. Donc, on va voir le FFC 22000 qui est une norme internationale. On va avoir des normes liées à la distribution, le BRC pour tout ce qui est la distribution britannique, l'IFS pour la distribution allemande ou française. On va également retrouver l'AIB qui est plutôt sur l'industrie américaine. Moi, j'ai connu l'AIB dans les années 2000, où c'était le groupe Danone qui l'avait importé pour faire du commerce avec les Américains. Et il faut savoir qu'à base, la norme AIB, c'est une norme qui est faite pour toute la partie boulangerie et qui a été finalement dupliquée sur toute la partie laitière, par exemple, avec le groupe Danone. Et le groupe Danone, comme le groupe Nestlé, d'ailleurs, ont leur propre référentiel aujourd'hui, comme le groupe Mondelez aussi également. Ils ont fait leur propre référentiel. Et tout ça, aujourd'hui, c'est finalement plus ou moins, alors c'est pas régi par les GFSI, mais finalement, j'ai une normalisation des normes, qui est le GFSI, qui va vous faire la ligne directrice. Alors, au niveau des référentiels, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de référentiels vont aller dans le même sens que la norme métier 16636. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion, Abdelkarim, de refaire le point là-dessus sur la prochaine norme qui va être en vigueur au Maroc, qui est effectivement calquée sur les valeurs qualiticiennes des référentiels de l'industrie agroalimentaire. Sur je détecte, je surveille, comment je gère mon environnement, comment je mets en place des plans d'action. Et tout ça, c'est vraiment les mêmes objectifs, que ce soit pour la norme 16636 ou pour les référentiels de sécurité alimentaire. Ou dans un premier temps, on va faire le point sur quelles vont être les pratiques du client, quels vont être les moyens préventifs que je vais mettre en place avec les moyens de suivi, comment je vais mettre en place les moyens, les modalités d'intervention en cas de traitement curatif. C'est-à-dire que parfois, je vais devoir arrêter des lignes. Quels vont être les moyens de traçabilité pour m'assurer que j'ai un bon visuel et une bonne synthèse de mes prestations. Donc ça, la traçabilité, c'est quelque chose qui est important puisque vous allez avoir besoin de cette traçabilité pour pouvoir réaliser des analyses de tendance annuelles. Ces analyses de tendance, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir se challenger, de challenger le prestataire, mais également de challenger l'industriel. Et quand on se challenge, en fait, c'est là qu'on se remet en question. Et c'est là qu'on sort de sa zone de confort. Donc, je vous invite, sur les différentes industries, sur les différents contrats que vous avez, à vous challenger pour éviter de tomber dans le train-train et parfois passer à côté de choses qui peuvent potentiellement être très importantes. Je vais maintenant vous parler de l'IPM, donc de l'Integrated Pest Management, donc du pest management avec les contraintes de l'industrie agroalimentaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie agroalimentaire a des contraintes énormes par rapport justement à ces process
par rapport aussi à son activité qui est maintenant plutôt 24-24, allez, 355 jours par an. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment mettre un accent en premier point sur comment rendre un risque acceptable. Et pour rendre ce risque acceptable, il faut vraiment mettre un pied de nez sur la partie contrôle. Vous devez mettre en avant le contrôle et pas parler d'éradication dans un premier temps. Et c'est vrai que l'objectif de la partie pest management, c'est vraiment de pouvoir contrôler les ravageurs le plus en amont avant que j'ai de la gestion de l'infestation. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je gère la notion d'intrusion pour pouvoir éviter qu'il y ait l'infestation. Et quand il y a l'infestation, généralement, ça commence à coûter un peu plus cher. Et plus j'attends, moins je suis réactif, et plus je vais avoir potentiellement des opérations coûteuses, dangereuses pour l'environnement. Et parfois, j'ai potentiellement, on va dire, un cas de non-retour. C'est un peu trop tard, malheureusement. Et là, je vais subir finalement la présence d'espèces invasives. Ensuite, une fois que j'ai mis effectivement cette notion de contrôle, je vais avoir cette notion donc de comment je vais faire les bons diagnostics, comment je vais surveiller, c'est-à-dire tout l'aspect, on va dire, quotidien de mon monitoring, de mes systèmes de piégeage, de mon suivi, et avoir des seuils de criticité est quand même quelque chose d'important en industrie normée, à savoir, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup en industrie pharma, c'est cette notion de déviation. Aujourd'hui, j'ai une anomalie, je dois y mettre une action derrière. Et ça, c'est important aujourd'hui que vous ayez des seuils, et dès que ces seuils sont dépassés, que vous mettiez automatiquement des actions par la suite. Pour cela, et je vais revenir sur la partie préventive, le contrôle mécanique est la base de la partie préventive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la partie préventive, on gère surtout l'intrusion. Si vous mettez des appâts chimiques pour gérer l'intrusion, potentiellement, votre rongeur, vous avez beau mettre des appâts chimiques, il va rentrer, il va sortir, il va rentrer, il va sortir pendant 4-5 jours, voire pendant une semaine. Que si vous faites ça avec des systèmes de piégeage mécanique, par exemple, vous allez avoir l'action tout de suite corrective qui va fonctionner. Et c'est vrai que pour moi, quand je fais du contrôle, j'aime bien avoir cette notion de contrôle mécanique en amont. Et vous allez voir que la partie chimie, c'est ce qui va arriver en dernier recours. Et c'est vraiment cet axe-là de l'industrie, de la partie pest management. Donc, je vous ai parlé des 3 premières étapes, il y en a encore 2. La partie contrôle biologique, c'est quoi? C'est tout ce qui va être système de monitoring à base de phéromones. Et ça, on va voir tout ce qui est phéromones sexuels pour les mythes alimentaires, mais on va voir tout ce qui est chéromone pour les insectes des produits stockés. On va parfois parler de confusion sexuelle pour limiter le développement, de saturation de phéromones également. On va ensuite parler d'insecticides biologiques, avec la mise en place, potentiellement, de lutte naturelle. Et ça, pour minimiser finalement la lutte chimique, la lutte de pesticides, comme le disait tout à l'heure Abdelkarim, donc les pesticides synthétiques qui seront uniquement utilisés en dernier recours. C'est vraiment ça, les 5 grandes étapes de la lutte intégrée. Et c'est vrai que pour avoir une bonne lutte intégrée, il y a cette notion d'étanchéité, de nettoyage, de gestion des déchets, gestion d'espaces verts, qui vont être vraiment très importantes. Donc, les grands axes de l'IPM avec les industries agroalimentaires, c'est aujourd'hui comment je vais également limiter, entre guillemets, mes traitements difficiles. Et oui, dès que je vais devoir faire un traitement chimique, ça va demander d'arrêter des lignes. Donc, pour éviter ça, je vais potentiellement faire des luttes non chimiques, avec la vapeur, avec le froid. Il faut faire en sorte que votre dispositif tienne la route, de faire en sorte que vos dispositifs de contrôle ne soient pas détériorés, de faire en sorte que vos bâtiments soient bien étanches, que les portes soient bien fermées, que si j'ai des fenêtres qui s'ouvrent, que j'ai des moustiquaires, de faire en sorte que mes siphons de sol soient bien entretenus, pour éviter tout ce qui est développement de moucherons, par exemple. Vous devez faire en sorte que s'il y a du nettoyage de fait, limiter l'eau stagnante, limiter également tout ce qui est pulvérisation, mettre en avant l'aspiration. Vraiment, cette notion d'IPM, c'est vraiment cette notion de rendre des environnements hostiles pour les espèces invasives, pour éviter qu'elles viennent se développer dans nos bâtiments. Et pour rendre un environnement hostile, c'est du bon nettoyage
avec les bonnes méthodes de nettoyage, c'est avoir des bâtiments étanches, fermés. Donc, s'il y a des ouvrants, soit je les plombe, soit je mets des moustiquaires. L'objectif étant d'éviter tout développement. Et s'il y a développement, si je rends mon environnement hostile, mon développement sera beaucoup plus limité que si j'ai mon environnement qui est optimum. Et d'ailleurs, pour les insectes, la gestion de la température est aujourd'hui un des points clés dans le développement des insectes des produits stockés, par exemple. Donc ça, c'est vraiment les points nécessaires au pest management. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'étapes aujourd'hui. J'ai finalement très peu parlé de produits de traitement curatif là. Et déjà, si je mets en place ces différentes actions, vous allez voir que le traitement en amont, c'est vraiment efficace. À savoir que dès qu'on commence à utiliser un produit chimique en industrie agroalimentaire, on va être à risque potentiellement de contaminer l'opérateur ou potentiellement les salariés de l'entreprise, mais également d'avoir un risque de résidus de produits. Donc, si on peut minimiser ça, c'est quand même vachement mieux. Et pour ça, on va avoir quand même beaucoup d'outils. Aujourd'hui, on le voit sur la partie proofing, on a quand même beaucoup plus de matériel que l'on avait il y a 20 ans en arrière. Moi, j'ai commencé le métier où on avait le CMA en prong, on mélangeait avec des éponges Spongex, enfin, on faisait un petit peu le bricolo. Aujourd'hui, vous avez une boîte à outils sur le proofing qui est énorme et qui est de qualité. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça. On a aujourd'hui la possibilité de mettre des moustiquaires un peu partout, ce qui n'était pas le cas il y a même 5-6 ans en arrière, où il fallait faire finalement des moustiquaires un peu sur mesure. On commence à voir quand même aujourd'hui, dans la lutte intégrée, du matériel qui tient la route. Donc, profitez-en. Pour finir, cette présentation, je voulais juste, et en accord effectivement, on en a parlé hier avec Abdelkarim, il faut savoir que je suis industriel de l'industrie agroalimentaire, j'ai aussi une obligation spécifique pour mes salariés qui vont gérer le 3D. Et pour sensibiliser mes salariés qui vont gérer le prestataire 3D, je vais avoir des formations spécifiques que j'ai appelées alors formation IFS, qu'on va adapter aux industries de l'agro, et que je ne fais pas avec les prestataires. C'est-à-dire que je forme vraiment sur une formation IFS les industriels normés. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout le panel, justement, pour que vous puissiez répondre, en tout cas, aux différentes exigences, que je sois, on va dire, prestataire ou industriel de l'industrie. Alors, les offres de formation, donc prochainement, on va mettre en place l'offre de formation en présentiel au Maroc avec le certificat nuisible. Ça, c'est une formation où, en tout cas, moi, j'y mets beaucoup de cœur et on a mis un petit coup de pied dans la fourmilière il y a 5-6 ans en arrière en mettant des certibiocides, on va dire, beaucoup plus techniques que ce qui se passait auparavant. Puisque là, il faut savoir que sur les nouveaux certibiocides, on a quand même une journée spécifique rongeur et une journée spécifique insecte. Tout à l'heure, Abdelkarim vous parlait aussi de toute la présence de la partie protection des plantes. Et bien là, c'est aujourd'hui, nous en France, on est habilité pour faire de la formation certifiée aujourd'hui. On est habilité aujourd'hui, donc on peut le faire. Et on est en cours de renouvellement. Mais ce qui est important aussi, et c'est la grosse valeur ajoutée, c'est toute cette formation technique, des formations donc, par rapport aux espèces, avec les certis rongeurs. Je pense qu'on mettra en place certainement le certi punaise, si je me trompe, Abdel. C'est vraiment aujourd'hui, la punaise n'a pas de frontières. Et on sait à quel point l'aspect psychologique de la punaise est important. Et nous, on est là aussi pour vous aider justement à faire baisser cette pression psychologique. Aujourd'hui, une formation sur les espèces qui fonctionnent très bien, c'est le certi-moustique. Parce qu'aujourd'hui, on a des très bons produits biologiques qui n'ont aucune nuisance sur la santé humaine et animale, qui fonctionnent très bien, qui sont les produits à base de BTI. Il faut juste savoir les utiliser correctement avec tout ce qui est système de piégeage. On va avoir le certi-blat. Moi, aujourd'hui, mine de rien, on pense que traiter des blattes, c'est simple, mais il y a plein de petites astuces aujourd'hui pour pouvoir traiter les blattes de façon optimum et plus efficace. Je peux vous dire qu'en 20 ans d'expérience, des traitements blattes qui ne servent à rien, j'en vois tous les jours. Et je pense qu'Abdelkarim, il le voit aussi au quotidien. Les pointes de gel mis un peu partout. D'ailleurs, quand on a vu dans la vidéo de présentation de la M3D, on voit bien qu'on va chercher à protéger les points de gel. Et ça, c'est très bien. C'est la base. On a aussi tout ce qui est formation certi-volatile. Certi-volatile, c'est une formation sur la lutte aviaire. Et on a une petite formation sur tout ce qui est guêpes et frelons de 2 jours avec l'usage des différents équipements.
Alors, d'autres labels qui peuvent vraiment servir aujourd'hui sur l'industrie agroalimentaire, c'est surtout le label Quali-Sanitation, qui est un label de 2 jours. On va vous parler de tout ce qui est industrie normée. On vous fait le détail de toutes les normes avec les obligations clients, les obligations du prestataire, les obligations contractuelles et tout ce qui est amené à vous aider finalement à naviguer dans tous ces référentiels-là. On a aussi le CertiGreen, qui est cette notion de raison sociétale et environnementale, qui aujourd'hui est vraiment important dans notre société. On le voit aussi. Olivier Thibonnet, qui est notre entomologiste, a aussi monté un module entomologiste qui s'appelle le Certidentif 3D, où là, on va faire aujourd'hui, on le fait en présentiel. On prend des binoculaires et on va aller sur la détermination des différentes typologies d'insectes. On a la gestion 3D aussi pour tout ce qui est, on va dire, création de devis, création de contrats, de traçabilité. Et pour les industriels de l'industrie agroalimentaire, on a notre formation qu'on appelle IFS. Cette formation IFS qui est vraiment axée sur l'industriel pour avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir gérer correctement son prestataire. Quand on parlait de challenge, de seuil critique, on est typiquement dedans. Alors, en fonction des besoins, cette formation IFS, on peut la faire en demi-journée ou en journée complète. Et aujourd'hui, on la fait uniquement en visio, puisque c'est ce qui nous permet de pouvoir, et je connais très bien l'emploi du temps des responsables qualité ou des animateurs HSE, qui sont des emplois du temps quand même très chargés, avec en plus une pression quand même importante de la part des clients finaux. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des modules, soit d'une journée, on va dire généralement en présentiel, ou d'une demi-journée en visio. Et on fait également des formations sur la certification CEPA, qui est la certification TES 636, que vous allez entendre de plus en plus prochainement au Maroc. Et vous allez avoir certainement des communications prochaines sur cette norme-là. Et pour rebondir dessus, si vous êtes demain dans la démarche de la norme C636, vous êtes automatiquement dans la démarche de la partie pest management, de la lutte intégrée. Et vous serez totalement en phase pour gérer de l'industriel agroalimentaire, de l'industriel pharmaceutique, cosmétique. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les futures normes aujourd'hui ne sont pas là pour vous embêter, mais ils sont là finalement pour protéger votre exploitation et aussi finalement pour vous aider dans les bonnes pratiques de votre exploitation. Voilà. Là, on va pouvoir passer puisqu'on a présenté la team EasyPest tout à l'heure. Oui, je crois qu'on en a parlé effectivement, cette partie-là. Voilà. Merci à vous. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation sur les référentiels, les exigences. On a quelques questions sur le chat. L'important pour nous, c'est effectivement de mettre en avant cette notion de processus, puisque l'approche technique est maintenant beaucoup plus structurée. Et on se dirige vraiment vers un management du risque et même une anticipation du risque. Je prends souvent le cas de la protection incendie, où il faut passer de l'approche un peu extincteur, je viens, j'éteins un feu, à une approche beaucoup plus proactive, c'est-à-dire de voir comment le feu ne va pas prendre, donc comment les nuisibles ne vont pas entrer. Donc ça commence par l'exclusion, ça commence souvent, je pense Nicolas, tu es d'accord avec ça commence beaucoup par une modification environnementale pour essayer de jouer sur le comportement des rongeurs et essayer de le rendre l'habitat le plus incommodant possible. Voilà. C'est vraiment cette notion d'environnement hostile. Ouais, c'est vraiment travailler sur ce biotope. Je crois que Romain m'a fait un signe sur peut-être une prise de parole. Si Romain, je voulais simplement vous remercier. Bravo pour ce webinaire et pour tous les participants. On est fiers de cette amitié franco-marocaine, ça c'est sûr. Et puis, on s'aperçoit effectivement que le Maroc va vite, très vite. Vous avez une belle association, c'est très dynamique. Donc, je voulais simplement vous féliciter pour tout ce que vous faites. Ça ne m'étonne pas d'Abdel et de tout son entourage pour les avoir souvent rencontrés. Ça fait effectivement longtemps qu'on se connaît. On est fiers aussi parce qu'il y a aujourd'hui une vraie convergence de la réglementation marocaine avec la réglementation européenne, puisqu'effectivement, il y a de plus en plus de produits qui sont exportés du Maroc vers le reste du monde, mais aussi beaucoup en Europe, vers l'Espagne, vers la France également. Et donc, notre job, c'est effectivement de rendre le professionnel le plus convergent de manière globale. Et puis, je remercie vraiment Nicolas et Abdel d'avoir fait cette présentation. Alors,
on pourrait en parler des heures de l'industrie agroalimentaire. C'est un super métier. Et quand vous réussissez dans l'agroalimentaire, globalement, c'est que vous réussissez déjà tout le reste. Donc, ouais, fier de voir la vitesse à laquelle ça va au Maroc, c'est super. Nous, on est vraiment partie prenante. On est vraiment ravis d'être des partenaires de la M3D. Nous-mêmes, on est très impliqués dans l'association européenne et dans l'association française des professionnels. Et comme le disait justement Nicolas, on essaie de manière très indépendante de faire grandir le métier. Notre seule volonté, notre seul objectif, c'est vraiment que les professionnels soient de plus en plus professionnels, mais aussi soient de plus en plus exposés médiatiquement, parce que c'est un métier qui souvent est un métier de l'ombre, mais qui rend des services énormes à la société, à la santé publique. Et donc, notre métier, c'est aussi de vous mettre en avant, de vous faire monter en compétences et puis et d'être à votre dispo pour faire en sorte que votre métier s'adapte aussi aux enjeux de demain, des enjeux de mondialisation des échanges, ça c'est sûr. Et pour avoir été que l'agriculture marocaine, elle est très très dynamique également. Donc ça veut dire que si vos échanges commerciaux mondiaux deviennent très importants et très dynamiques, voire même exponentiels, et ben votre métier il va devoir suivre parce que il faut que toutes les exportations qui se font et puis la santé publique On est en train de te perdre, Romain, je crois. C'est ça? vous me perdez? Oui. Oui, il y a quelques Oui, on coupures t'a de perdu, son, ouais. Romain. Ouais. Ouais, C'est c'est ça. bon là? Vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Allô, bon, allô? Romain. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est peut-être mon oreillette qui a déconné. Et donc, oui, nous, on a fait aussi monter en compétence le métier à la veille des Jeux Olympiques, mais il y a de grands événements sportifs qui attendent le Maroc et l'Afrique aussi. Donc, confronté à la même chose en termes de santé publique à l'intérieur, tout comme l'accompagnement des accords commerciaux mondiaux qui attendent le Maroc, très dynamique. Et donc, la cheville ouvrière de tout ça et de la réussite de tout ça, ce sera notre métier. Donc, il faut en être fier, c'est super. Et puis, nous, on compte bien contribuer à vos côtés avec Abdel qui fait un travail magnifique avec son équipe au Maroc. Donc, je voulais juste prendre la parole pour vous féliciter de tout ça et puis vous dire qu'on était à disposition. On viendra bientôt avec Nicolas. On viendra bientôt avec Nicolas au Maroc et donc ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Merci, Romain. Merci beaucoup, Nicolas. Vous restez avec nous, bien sûr, puisqu'on a des questions qui vont arriver. On a 103 participants, 102 participants connectés avec un pic qui est resté constant. Donc, ça veut dire que le sujet est intéressant et puis que, accessoirement, tu as fait une bonne présentation, Nicolas. Donc, les gens sont restés captivés. Je termine juste sur 2 points avant de lancer les questions-réponses. Donc, confirmer qu'EasyPest, effectivement, fait partie des formateurs qui ont rejoint l'association M3D, puisqu'on a une carence assez importante en formateurs techniques ici même. Donc, c'est un appel également d'une manière générale. Tu sais que, Nicolas, on est assez ouvert au niveau de l'association M3D. Donc, on fait un appel à toutes les sociétés qui sont à même de pouvoir contribuer à la montée en compétences des opérateurs. Que ce soit moi-même qui suis également formateur, mais EasyPest ici présent et même d'autres, on peut peut-être effectivement ensemble offrir des programmes de formation utiles pour l'ensemble des adhérents et des non-adhérents, puisque ce webinaire, on est la preuve, c'est un webinaire qui est ouvert. Le deuxième point concerne la norme C636 dont vous avez entendu parler plusieurs fois durant ce webinaire. Cette norme est homologuée par l'Imanor depuis 2018. Grâce à la relation qu'on a assez proche avec l'Imanor et notamment on remercie le département de la certification, le directeur bien sûr d'Imanor, Sir Taïbé, et puis également Madame Narima Akouri, qui travaille actuellement sur le pré-lancement auprès de sociétés candidates qui ont mis le souhait d'aller vers cette candidature, d'aller vers cette norme. C'est un appel également aux industriels qui sont ici connectés avec nous, qui sont à la recherche d'une norme qui pourrait apporter une garantie de minimum de compétences et de management de la sécurité et de la qualité des opérations. Cette norme, dès qu'elle apparaîtra dans le paysage, vous pourrez l'intégrer dans vos cahiers des charges, puisque ça vous permettra effectivement d'avoir un filtre qualitatif au niveau des offres qui vous reviennent et d'avoir également une sécurité des traitements là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de manière très proche. L'association M3D communiquera massivement dessus en partenariat, bien sûr, avec l'Imanor. Voilà, je m'arrête là, Nicolas. Je t'en prie, Nicolas, ouais. vas-y. Ouais, je voulais juste rebondir. En France, par exemple, c'est le groupe Nestlé qui a poussé cette norme-là depuis 2015 pour choisir ses prestataires de services. Et pour être transparent, c'est vraiment le groupe Nestlé, même au niveau Europe, qui avait poussé au niveau du CEPA cette norme-là pour pouvoir choisir ses prestataires, on va dire, au niveau Europe. D'accord. Et comme je le disais, si demain vous répondez à cette norme, potentiellement, vous allez pouvoir capable de faire de l'industrie normée sans problème, du pharmaceutique, de l'agroalimentaire, du cosmétique. Et finalement, quand je suis à l'aise dans cet environnement-là,
bah, finalement, je peux tout faire Bien avec sûr, la bonne réflexion. bien Hein. sûr. Voilà. On a des opérateurs ici au Maroc comme Marjan, comme l'IDEC, comme Consumar, comme j'en passe, peut-être que j'en oublie, comme l'OCP également, qui sont en attente de cette norme-là. Donc des opérateurs assez importants et dominants dans le secteur industriel. Mais voilà, c'est un appel dont je profitais vu l'auditoire qu'on a aujourd'hui. Je demande aux personnes, effectivement, la secrétaire générale et puis Mariam qui l'assiste, de peut-être prendre la main, puisqu'il y a sûrement des questions dans le chat ou des mains levées. Et on ne va pas faire plus attendre les personnes présentes et on va donner la parole à l'auditoire et aux personnes présentes. Merci, M. Krim. Merci, professeur Nicolas. Merci, docteur Romain. C'était un plaisir et une présentation très, très enrichissante. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole directement. Nous avons des questions qui ont été posées sur le chat et également des mains levées. Alors, je demande à M. Sofiane Moussati de patienter juste un petit peu. On va prendre une question via le chat et après, je reviens vers vous aussi, Sofiane. Alors, la parole, c'est à Mariam, ma collègue. Alors, Mariam, tu peux activer le micro pour poser la première question, s'il vous plaît. Oui, merci Khadija. Bonjour, bienvenue tout le monde. Alors, j'ai des questions à Nicolas Didiche. On commence par la question de Monsieur Hicham Bouagaf. La question, c'est, existe-t-il un traitement contre les guêpes? Un traitement contre les guêpes, tu vois, là, c'est des questions qui sont… Alors, on va dire, pour rester dans le sujet, un traitement contre les guêpes en industrie agroalimentaire. Alors, pour rester dans le sujet. Hein. OK. Tout va dépendre, en fait, où va être le nid. Hein, tout simplement. C'est sûr que les nids vont être souvent sous toiture, entre guillemets, donc dans les combles. Et ça, Abdel, tu vas pouvoir me le dire aussi, tu vas regarder les usages de produits. Mais aujourd'hui, si je dois traiter un nid de guêpe, d'ailleurs, il y a beaucoup de nids qu'on n'a pas besoin de traiter, qu'on peut retirer de façon très simple, sans pour autant prendre de risques. Mais sinon, s'il y a un traitement à faire, c'était le traitement intérieur par poudrage. Après, à voir si les poudres insecticides sont en usage, à savoir que généralement, votre nid ne sera pas, on va dire, en zone agroalimentaire. Très souvent, c'est hors zone agroalimentaire. Moi, personnellement, en 20 ans, je n'ai pas vu un seul nid de guêpe en zone de production agroalimentaire et pharmaceutique. Alors, les poudres sont en usage homologué pour les nids de guêpes. Effectivement, c'est toujours en pourtour, c'est toujours en extérieur. On a une problématique qui est peut-être un peu moindre que ce que vous avez, notamment, on n'a pas de frelons asiatiques, par exemple, on n'a pas beaucoup de nids de guêpes. On a des guêpes, bien sûr, mais on n'a pas énormément de nids de guêpes. On a beaucoup de guêpes solitaires également en sous-sol. Ce qu'on peut conseiller à Hichem, c'est surtout d'opter pour des produits qui ont des systèmes, des principes à effet choc, donc avec un effet assez rapide et puis surtout qui se protège, hein, parce que dès qu'il va commencer à approcher nid de guêpe, les ouvrières vont sortir, vont le détecter, puis ils vont commencer à venir chercher à le piquer. Donc il faut bien se protéger. Et comme on travaille en poudre ou en liquide, il faut favoriser un traitement avec un effet choc, un effet d'abattement. Donc les péritrinides de synthèse, type cypermétrine, permétrine, voire le pyrète végétal également, ça peut être quelque chose d'intéressant pour éviter un résidu pour l'effet choc. Voilà pour la réponse à la première question. Et on traite bien l'intérieur du nid. Ouais. Exactement. Alors, merci beaucoup. Je donne la parole à M. Sofiane Moussati qui a levé la main. Il invite toute personne qui veut poser la question directement au professeur Nicolas Didiche de tout simplement lever la main et on vous donne la parole respectivement. M. Sofiane, marhaba. Et comme il y a beaucoup de questions, c'est d'être sur des questions qui sont directement assez claires et précises, concises, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bon, je tiens à remercier M. Adkrim pour les efforts de M3D, Mme Khadija et bien sûr professeur Nicolas et le docteur Romain de Pest. Voilà. Alors, on parle un peu des normes. J'ai une question. Bon, c'est une question, plutôt des remarques concernant le domaine. Bon, je suis ingénieur agroalimentaire, ma spécialité d'ailleurs aussi, l'agroalimentaire, c'est notre domaine d'activité de plusieurs années, plus que 15 ans, 16 ans. Alors, il faut être un peu réel dans les choses que je vais poser aujourd'hui. Et aussi que, puisqu'avec nous, les confrères et des spécialistes, suite à une petite expérience d'hier, il y a un confrère aujourd'hui avec nous qui nous a demandé, bon, c'est normal, un expert, d'aller avec lui dans une usine agroalimentaire sur la région de Casablanca. C'est la deuxième grande usine au Maroc et en Afrique en biscuiterie. Bref, je vais être bref. Alors, aujourd'hui, sûrement au niveau de notre… C'est le crime ?
Votre question, On vous entend, si Sofiane. Sofiane. C'est votre question. Si poser vous la pouvez aller directement à la question pour être concis, parce qu'il y a beaucoup Non, de questions. ma question, c'est comment de faire cette approche des 3D. Les gens de 3D, aujourd'hui, c'est le temps, c'est-à-dire qu'on fait une approche 1D, que je l'appelle moi, c'est-à-dire nettoyage des infections, c'est-à-dire, et de le mettre avec les 3D. Est-ce que vous comprenez? Alors, d'essayer c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le temps c'est-à-dire de donner des actions pour les prestataires, d'accord? Plutôt c'est-à-dire d'enlever un peu le niveau sur le côté de nettoyage des infections. Si on part chez un client et c'est vrai, c'est bien de mettre des postes d'appâtage écologiques dans la place, des tue-mouches, des fermetures. Bon, ces trucs, c'est qu'on trouve hier, qu'on a trouvé plusieurs fois, c'est très bien. Mais il y a vraiment un problème de diagnostic au niveau d'hygiène des infections, qui est la base, c'est-à-dire de ce développement des nuisibles. Et hier, on a remarqué ça. C'est-à-dire et ça nous fait mal, c'est-à-dire étant des experts. Pardon, c'est Sofiane, mais juste pour bien comprendre, la question, donc, juste pour tenter de résumer, c'est que la question, elle est relative au nettoyage des infections et sa place dans le diagnostic et son rôle vis-à-vis du 3D, c'est ça, hein? Parce que dans l'approche 3D. Est-ce que c'est bien ça la question, c'est Sofiane? Effectivement, parce qu'en fait, compte, c'est un enjeu. Il faut être courageux, comme a dit notre professeur, de savoir être communiqué, d'accord, de la problématique réelle. C'est de l'agroalimentaire. Je ne parle pas de secteur pharmaceutique, d'accord. Pour ne pas chercher notre confrère et diminuer le prix. En fait, quand c'est nous qu'on paye, c'est notre métier qui diminue, d'accord. Étant un hygiéniste aujourd'hui, conseiller entre parenthèses, dans ce sens-là, étant formateur aussi d'hygiène, c'est le temps de faire cette approche-là. On va rester déjà sur la première question, c'était sur la désinfection, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, Sofiane, dans ta question, mais essayons de rester concis et précis. C'était la place de la désinfection dans l'approche diagnostique, Nicolas. Le nettoyage, oui, je t'en prie, Nicolas, je t'en prie. Alors, en fait, c'est très simple, hein. D'ailleurs, dans la norme 1636, on vous dit qu'aujourd'hui, et c'est l'analyse de risque, aujourd'hui, j'ai la présence d'insectes, j'ai la présence de rongeurs, quel va être le risque associé à la présence de rongeurs et d'insectes? C'est-à-dire que ça, il faut connaître aujourd'hui quels sont les pathogènes liés aux rongeurs, quels sont les pathogènes liés à l'insecte. Donc, à partir de là, j'ai aujourd'hui, par exemple, un siphon de sol où j'ai de la blatte orientale qui remonte. Aujourd'hui, de la blatte orientale qui remonte sur une zone de production, potentiellement, elle va pouvoir propager, par exemple, des salmonelles. C'est des choses qui existent. C'est d'ailleurs à partir du moment, donc je vais mettre des pièges à blattes dans cet environnement-là, et si à un moment donné, je détecte de la blatte, c'est bien de désinsectiser, pas de souci, mais il faudra aussi mettre en place, et ça c'est vrai que je le remarque pas qu'au Maroc, mais finalement même en France, que lorsqu'on met en place des traitements curatifs, je vois très rarement la partie désinfection qui est derrière. Et en amont de tout ça, c'est vrai que la partie diagnostic est une partie fondamentale de cette analyse de risque. S'il n'y a pas de diagnostic, toute l'analyse de risque, finalement, qui va être après derrière, va tomber à l'eau. Parce que je vais me tromper de cible. Si je me trompe de cible, je n'aurai pas le bon risque associé. Si je n'ai pas le bon risque associé, je n'aurai pas la bonne boîte à outils qui va être associée à ça. Et ça, c'est des choses que je vois aussi couramment chez les prestataires. C'est je ne connais pas la cible, je ne connais pas le risque, et du coup, mon traitement ne va pas être associé. Et du coup, je vais faire un traitement qui ne va pas être efficace. Et j'espère en tout cas avoir répondu à la question, mais en tout cas, oui, la partie nettoyage, oui, savoir connaître le risque associé à la présence de la cible pour pouvoir utiliser le bon outil. Et pour en revenir à la désinfection, oui, je ne vois pas assez de désinfection après traitement quand il y a du traitement curatif. Ça, c'est clair. Et quand on parle de désinfection, on parle automatiquement de nettoyage. Et ça, je pense qu'on est d'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup pour la réponse, c'est très clair. Merci, Sofiane. Merci. Je vous en prie, Mariam Khadija, si on peut avancer sur les autres questions. Mariam, pour la question suivante sur le chat, s'il te plaît. D'accord. J'ai une question de M. Abdrahman Nour. Il dit aujourd'hui, le business model des sociétés est d'une manière ou une autre assez loin des exigences de l'IPM. Est-ce que vous avez des recommandations à proposer aux sociétés qui voudraient muter ou intégrer les notions de l'IPM dans leur business model? Je vais être très clair. Mettez en place le système de certification qui va être prochainement mis en place. C'est-à-dire, mettez en place le 1636 qui va vous donner la bonne réflexion. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est le bon diagnostic. On va vous demander de faire un bon diagnostic pour pouvoir parler
de gestion de l'environnement, gestion de déchets, nettoyage d'espaces verts, et ensuite, on va pouvoir mettre en place les méthodes d'application de monitoring, de détection, pour finir systématiquement par la lutte chimique. Et entre les deux, je vais avoir tout ce qui est piégeage et tout ce qui va être solution mécanique, physique, traitement par la température, entre autres. Voilà. Et ça, c'est ma recommandation. C'est ce que je me bats aujourd'hui en France depuis plus de 3 ans, où j'ai accompagné plus de 40 entreprises. Pour justement, et comme le disait Romain, on cherche à faire bouger le métier grâce à ça. Voilà. Parfait. Merci, professeur. Mariam, le suivant. La question suivante. Oui, c'est de M. Reda Ashouqi. La question concernant la partie sur la synthèse des référentiels en industrie agroalimentaire. M. Nicolas a mentionné un premier niveau obligatoire de la réglementation où il a indiqué que l'HACCP est obligatoire. La question est la suivante. Que faire ou quelle approche adopter pour les sociétés autorisées qui ont seulement une autorisation sanitaire, alors que la réglementation marocaine ne les oblige pas à adopter une approche HACCP? Alors, je pense que c'est M. Akrim qui peut répondre à cette question. D'accord. Alors, déjà sur l'HCP, il faut peut-être. Moi, je suis d'accord également avec une réponse qui a été donnée par M. Hassan Zouine sur le fait que c'est une méthode d'analyse, avant de parler de certification, bien sûr. C'est vraiment une méthode, je l'ai rappelé plusieurs fois. Oui, c'est une méthode d'analyse des points critiques qui peut être mise en place, bien entendu, et qui concerne aussi bien l'industriel que même le cafetier, l'hôtelier. On peut tourner ça sur beaucoup de corps d'activité. Cependant, j'ai un petit doute sur ce qui est émis. J'aimerais que l'Assemblée, peut-être sur le chat, puisse participer. Si on regarde les décrets de l'application de la loi 2807, sur les décrets d'application, la HACCP est notée nommément sur plusieurs articles. L'article 34, l'article 40, l'article 41, il y a plusieurs articles qui mettent en place, qui exigent que lorsque l'établissement il est soumis à un agrément sanitaire, il doit répondre à des conditions d'hygiène, salubrité, et également déployer ou disposer au moins d'un système de contrôle fondé sur les principes de la HACCP. Donc, je vous renvoie au décret, je peux mettre les conditions, enfin, retrouver les références du décret et les mettre ici même sur le chat, de manière à rappeler à tout le monde que les inspecteurs de l'ANSA, s'il y a des gens de l'ANSA qui se manifestent ici, vérifient qu'il y a un système d'autocontrôle qui est mis en place par l'industriel et qui est basé sur la méthode HACCP. OK. Parfait. Mariam, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la dernière question, c'est de M. Jawed Sabah. La question porte sur le système HACCP et sa relation avec la gestion des nuisibles. Est-ce que la lutte contre les nuisibles est intégrée dans les principes HACCP ou elle est considérée comme une mesure préalable, sachant qu'elle est vue comme une action de prévention selon les standards agroalimentaires tels que FSS 2200? Alors, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, la lutte antiparasitaire fait partie, entre guillemets, c'est un outil dans les méthodes HACCP. Pas de souci, c'est un outil. Mais dans la méthode HACCP, quand je vais mettre en place la lutte antiparasitaire, je vais devoir aussi maîtriser le risque que la lutte antiparasitaire peut avoir sur mon environnement. Et c'est pour ça que derrière, si j'utilise un produit chimique, il faut potentiellement connaître les risques que cela peut engendrer sur l'homme, sur l'environnement ou sur les espèces sensibles. Et de mettre en place des actions pour éviter ce risque d'intoxication pour l'homme, pour l'animal et sur l'environnement. Donc, la lutte antiparasitaire, c'est un outil dans la méthode HACCP, pas de souci, mais en ayant cette réflexion de méthode HACCP, c'est ce qui va nous permettre également d'avoir des méthodes de lutte dans les règles de l'art, avec des postes sécurisés. L'objectif étant d'éviter à ce que mes produits se baladent, de limiter les produits dispersibles, de pouvoir avoir une traçabilité de mes produits, de savoir quelle quantité de produits mettre à tel et tel endroit, d'avoir un plan d'implantation. Donc, la lutte antiparasitaire est un outil dans la méthode HACCP, et quand je mets en place une lutte antiparasitaire, je dois avoir cette réflexion de méthode HACCP avec l'analyse de risque pour pouvoir maîtriser justement cet usage. Donc finalement, pour moi, j'ai les deux sens. En tout cas, j'ai les deux cas. J'espère avoir été clair. Oui, je pense que c'est clair. Monsieur Okrim, vous avez quelque chose à ajouter?
Non, je pense que, à moins que l'Assemblée, surtout, puisque la parole, elle est à eux surtout. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Oui. j'ai un main qui était levé. Alors, c'est avec moi. Oui. Monsieur Shamsi, à toi la parole. Et je pense, Monsieur Jawad Sbah, vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Jawad, parce que je ne vois pas. C'est bon. Alors, on prend Monsieur Shamsi et après Monsieur Jawad. D'accord. Salam alaikum tout le monde. Allez. Salam. Bonjour Monsieur Lassure, bonjour Monsieur Nicolas, bonjour Monsieur Abkrim, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de la présentation de Monsieur Nicolas. Il est nickel, il est explicite. Et je ne suis pas trop épilogué sur le fait que c'est une excellente présentation. Mais ma question, elle est tout simple, c'est par rapport à IPM. Ne croyez pas, Monsieur Nicolas, ainsi que je pose, c'est une question ouverte, que c'est juste un slogan. L'IPM de nos jours, dans le monde entier, c'est un slogan. Du moment qu'il y a un manque terrible du moyen, on est aux États-Unis, en Europe et ailleurs, pour procéder à cette approche. Mais ce qui est commercialisé, c'est plutôt produits chimiques, autre chose. Pour un petit peu constituer un pourcentage, c'est plutôt 90%, pour ne pas dire plus, des moyens chimiques qui sont mis à la disposition des professionnels partout au monde pour qu'ils entravent, ces choses qui entravent, de procéder à l'approche IMP. Et bien évidemment, à l'approche pratique de la chose. Je vais répondre à Abdelkarim si ça ne te dérange pas. Bien sûr. C'est vrai que pendant des années, et Abdelkarim, tu me couperas si je me trompe, effectivement, notre métier a été géré par l'industrie de la chimie. On ne va pas se voiler la face, on est d'accord. Hein, d'ailleurs, les premiers organismes de formation étaient des distributeurs et des fabricants. Ben, on va être clair aujourd'hui. On ne sait pas demain ce qui va se passer avec la chimie. D'ailleurs, on voit beaucoup de pays où on aura de moins en moins de produits chimiques. Je peux vous dire qu'en France, en 2027, il y aura beaucoup moins de produits chimiques. Et il faut aussi prendre conscience que beaucoup de méthodes aujourd'hui, je parlais de l'aspiration, je le vois souvent, alors je ne me mets pas dans l'industrie normée, mais par exemple, je prends un bâtiment où j'ai des blattes dans les parties communes, où je vois encore beaucoup trop de personnes qui vont pulvériser de la laque dans les parties communes, qui peuvent potentiellement intoxiquer des personnes âgées, des personnes en bas âge. Or que je passerais juste un coup d'aspirateur pour retirer une grosse partie de la population, puis finaliser avec mon gel. Est-ce que je ne suis pas plus efficace en passant un coup d'aspirateur et le traitement gel plutôt que de balancer des produits liquides en tout bas? C'est juste aujourd'hui la réflexion. Et quand on parle d'IPM, moi j'aime bien parler de lutte intégrée. C'est comment je peux voir, je suis dans mon environnement, quel va être le meilleur outil qui va me permettre d'être le plus efficace, d'être le plus réactif, tout en apportant une certaine sécurité sur l'homme. Parce que je peux vous dire, moi, la personne que j'ai remplacée il y a 20 ans en arrière, le technicien que j'ai remplacé quand j'ai commencé le métier, il est mort d'un cancer de la gorge 15 jours après sa retraite. Et moi, aujourd'hui, j'ai été bercé par ça. J'ai été bercé par l'industrie agroalimentaire qui m'a appris cette lutte intégrée depuis que je suis tout bébé dans le métier. Donc forcément, pour moi, cette réflexion-là, elle est plutôt simple. Mais pour des personnes qui n'ont pas cette notion d'industrie normée, de lutte intégrée, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir cette réflexion. Et je vous l'accorde, c'est aussi parfois, et très souvent, le changement d'habitude. Et se dire, quelle est la méthode aujourd'hui quand on parle de vapeur sèche sur la punaise? Moi, demain, j'ai des problématiques de punaise de lit chez moi. En vapeur sèche aspirateur, je pense qu'en 10 jours, tout est réglé. Voilà. C'est juste avoir cette bonne réflexion. Et c'est pour ça que je vous disais que la lutte chimique, finalement, n'interviendra que si mes luttes non chimiques, et je peux vous dire que beaucoup, d'ailleurs, Abdelkarim, il le sait aussi, il a d'ailleurs dans son environnement beaucoup de dispositifs non chimiques qui sont parfois plus efficaces que des produits à base de lac, par exemple. Et puis après, moi, le soir, j'ai des mecs qui me disent « Ouais, j'ai mal au crâne. » Parce que derrière, ça va vous amener à mettre des EPI, à protéger l'environnement que vous allez traiter, avec des risques potentiellement d'intoxication sur des personnes qui n'ont rien demandé à personne. Et quand on a ça en tête, en fait, tout est clair. Moi, tout est clair dans ma tête. Et c'est ce que j'essaye d'amener justement dans mes formations. Et pour ceux qui me connaissent, moi, le matin, je me regarde dans la glace et je me dis, ouais, je sais pourquoi je me lève le matin. Parce que j'ai envie que les personnes avec qui je vais partager mes journées, ils se rendent compte que l'usage de la partie chimique, c'est pas un usage anodin aujourd'hui. Et que ça doit être fait
dans les règles de l'art et en se disant, ouais, est-ce que j'aurais pu utiliser une méthode moins impactante et qui aurait été autant efficace? C'est vraiment la réflexion que je souhaite mener, que je souhaite vous mener au quotidien. Et vous allez voir qu'en ayant cette réflexion-là, vous allez dire, ah ouais, mais il y a plein de méthodes aujourd'hui qui vont être plus efficaces et qui ne vont pas donner des risques sur la santé de mes clients, ma santé à moi. Moi, je pense aussi un petit peu à moi. Je peux vous dire que il y a 15 ans en arrière, 17 ans en arrière, quand je voulais avoir des enfants, bah, j'étais comme ça parce que j'utilisais des produits à base d'organophosphorés où j'avais la prise de sang tous les 6 mois. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est un mouvement, Nicolas, qui a déjà effectivement commencé. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a déjà commencé puisque les matières actives que tu as citées, que ce soit le dichlorvos, le chlorpyrifossétine-méthyle, donc les organochlorés, les phosphorés, ont disparu de l'hygiène publique depuis un bon moment grâce au travail de l'ANSA, des autorités sanitaires qui suivent le mouvement effectivement au niveau du resserrement autour des matières actives, et c'est normal. Donc le prestataire aujourd'hui, s'il reste sur l'approche 100% chimique, comme l'a très bien dit Sichemsi, qui a fait un constat du terrain, c'est-à-dire en disant qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications sont chimiques. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'un prestataire qui veut être efficace, il a intérêt à combiner. S'il ne combine pas, il ne fait que disperser, il ne fait que mettre un pansement sur une plaie ouverte. Et ça ne règle pas totalement le problème. On va passer aux autres questions également, si vous le souhaitez bien. On remercie également Sereda, qui est au sein de l'Imanor, qui nous a apporté une petite correction, on le remercie, qui nous a précisé que la norme 1636, le cahier des charges de la norme, le détail de la norme est déjà disponible, publié par l'Imanor. Il suffit de le commander auprès de l'Imanor pour ceux qui souhaitent l'acheter. Et effectivement, si Eleda, oui, le schéma de certification est en cours, mais c'est quelque chose qui, normalement, devrait aboutir de manière très, très proche. On a des contacts régulièrement avec votre département de la certification sur ce point-là. On va prendre peut-être une ou deux dernières avant de laisser et de respecter le timing pour tout le monde. Il est 17h35. D'accord, alors on prend M. Jawad Sbah qui avait une petite demande, une question, je pense. M. Jawad, vous pouvez activer votre micro et après nous avons deux dernières questions sur chat et on peut clôturer. C'est bon? Oui, on vous entend, c'est Jawad. Bonjour tout le monde. Oui, c'est Jawad. D'abord, je vous remercie, M. Al-Karim, pour cette orientation, ainsi que M. Nicolas pour les éclaircissements par rapport à mon point, par rapport à ma question. Donc, je vais mettre le point sur le système HACCP. C'est par rapport à la gestion des risques. Donc, ce que je connais d'après les normes agroalimentaires ISO 22000, c'est un norme qui traite ces points HACCP ainsi que le programme préalable. Donc, d'après ce standard, ces exigences de ce standard-là, donc, il considère la lutte contre les nuisibles comme un point préalable. C'est un point qui entre dans le programme préalable, pas dans le système HACCP, sachant que le système HACCP traite les points critiques liés au diagramme de fabrication par rapport au secteur agroalimentaire. Donc, la lutte contre les nuisibles, donc je le considère c'est un point, c'est pas un point critique, c'est pas un CCP. C'est un point qui est traité dans le programme préalable, le programme d'hygiène, comme le nettoyage, comme la désinfection. C'est pour ça que je l'avais dit que c'était comme un outil au programme. Voilà, je voulais le prendre comme un outil. Comme le nettoyage, effectivement. Exactement, c'est ça mon point par rapport à... C'est bon, merci pour la clarification, M. Jawad. Je pense que c'est clair pour les deux parties, même pour l'ensemble des participants. Mariam, on prend une autre question sur chat, s'il y a. Oui, c'est la question de M. Youssef Bouachra. La question est sur le seuil critique d'utilisation des insecticides dans les zones de production ou de stockage des produits alimentaires. Est-ce qu'il y a une référence à utiliser par type de produit? Alors, pour être très simple, aujourd'hui, vous avez l'étiquetage des produits qui va vous donner le dosage des produits que vous devez utiliser par rapport à, on va dire, une surface à appliquer. Si à un moment donné, et moi j'ai eu le cas sur des litiges, j'ai eu des laboratoires qui venaient intervenir en fin de traitement, 3-4 jours pour voir les résidus. Si à un moment donné, je ne respecte pas, donc on a fait des tests en labo justement sur les résidus spécifiques. Alors, moi, j'ai pas, peut-être que toi, Abdelkarim, tu as peut-être des choses là-dessus sur les limites de résidus après traitement. Moi, je n'ai pas ces données-là aujourd'hui.
Simplement, ce que je peux vous dire, si vous respectez l'étiquetage du produit, on ne pourra pas vous en tenir rigueur. Parce que ce n'est pas l'applicateur qui, finalement, respecte l'étiquetage qui sera potentiellement responsable. C'est potentiellement le fabricant. Hein, tu me coupes, Abdel, hein, Donc, c'est-à-dire que si vous respectez l'usage du produit avec les dilutions par rapport au mètre carré, par rapport, parfois c'est même à l'hectare, en tant qu'applicateur, vous n'avez aucun risque. S'il y a litige, ce sera le fabricant qui gérera le litige. Après, au niveau des limites de résidus après traitement, là, moi, personnellement, je n'ai pas de données comme ça à vous donner là-dessus. Les limites maximum de résidus, les fameux LMR, l'ANSA qui les publie régulièrement se base de toute façon sur le Codex Alimentarius qui définit les limites maximum de résidus, notamment sur les traitements phytosanitaires essentiellement, hein, parce que c'est ça surtout qui est défini. Effectivement, je confirme que l'étiquette fait partie du dossier d'homologation des produits. Quand une AMM est donnée sur un produit, elle est donnée pour pour un produit, pardon, et également une étiquette qui est associée à ce produit-là. Donc l'étiquette, c'est la loi. Hein. L'étiquette vis-à-vis du produit, c'est la loi. Après, concernant l'application, effectivement, tout dépend du lieu d'application, tout dépend de la cible que vous allez viser, tout dépend de la fréquence, tout dépend du mode d'utilisation. Est-ce que vous allez travailler par pulvérisation, par nébulisation ou autre? Je crois qu'également dans la question de Youssef, il y avait également cette notion de seuil critique. Est-ce qu'il y a un seuil critique qui est défini par type de produit, par exemple? À ma connaissance, non. Le seuil critique dépend de l'analyse des risques qui est effectuée, à ma connaissance, Nicolas. C'est pour ça que pour le seuil critique, en fait, moi, le seuil critique, c'est le non-respect de l'usage. C'est-à-dire que dès que vous ne respectez plus l'usage du produit, vous dépassez vos seuils critiques. C'est-à-dire que vous êtes à risque. Parce que si vous intoxiquez quelqu'un, s'il y a des résidus qui sont trop importants, ce sera de votre responsabilité parce que c'est vous qui avez appliqué le produit sans respecter l'usage du produit. Moi, je vais le concevoir comme ça. Voilà. Parfait. Merci, professeur. Mariam, on a une dernière question, je pense. Oui, exactement. C'est la question de Soso Hygiéniseur. Il veut bien savoir les pratiques et les techniques de désinsectisation et de dératisation interdites. Je l'ai dit, hein, le non-respect des usages des produits, le non-respect des étiquettes. Si vous lisez correctement les autorisations de mise sur le marché et les étiquettes, tout ce qui est notifié sur l'étiquette est autorisé. Tout ce qui n'est pas notifié sur l'étiquette d'une AMM est considéré comme interdit. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'est bon. C'est très clair. Alors, on prend une dernière intervention, pour ne pas tarder l'Assemblée. Et après, je vous réponds sur une question sur le chat de M. Chemsi. Alors, l'intervention, c'est M. Hassan Zine. Il a levé la main. Oui, bonsoir et bonjour et merci à tous pour cette intervention. Moi, je vais juste une remarque que le monsieur qui a dit que les nuisibles ne sont pas un point critique. Par contre, les nuisibles, ce sont le plus grand point critique dans le domaine de l'agroalimentaire. Et l'infestion des denrées alimentaires, ça concerne la santé des personnes et aussi pour la santé et sécurité, ça peut causer aussi un problème. Et vous savez, les pénis de lit qui ont été à Paris, ils ont causé une grande catastrophe. Donc, c'est un point critique à considérer. Et merci à tous pour ces informations. Merci beaucoup, Hassan. Merci. Alors, une dernière question, c'était pour le côté formation, sur la durée, sur les tarifs. C'était une question de M. Chemsi. Alors, M. Chemsi, je vous invite de discuter directement avec la société EasyPest. On va vous envoyer par privé les coordonnées de la personne qui occupe cette partie. Pour les remises... Vous pouvez donner les coordonnées, hein, sans problème. Oui, parfait. Pour les adhérents que vous faites partie de CHMC, les adhérents de l'association, il y a une remise bien spécifique dédiée spécialement aux adhérents de l'association AM3D. C'est une occasion également, en tant que secrétaire général, que je vous invite, pour les personnes qui n'ont pas encore rejoindre l'association, de nous rejoindre. Il y a un dossier d'adhésion bien complet qui vous explique les avantages et toute la partie administrative. Vous pouvez juste contacter l'AM3D directement par mail ou bien par téléphone. On vous donnera toutes les informations. Et pour la formation EasyPest, ils seront
tout prêt, disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, je pense qu'on peut clôturer, Monsieur Abdelkrim. Je m'excuse s'il y a des prises de parole que je n'ai pas prises juste par manque de temps, mais on va rester joignable, la M3D, rester à vos côtés, joignable. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par la suite sans aucun problème. Monsieur Abdelkrim. C'est noté. Je demanderai peut-être que s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, c'est tout simplement qu'on les note et puis on va répondre par la suite par email. Si c'est technique, on revient vers Nicolas et on formalisera une réponse pour ceux à qui on n'aura pas pu donner la parole. Nicolas, on tient à te remercier au nom de l'association M3D, au nom de tous les membres. Merci à vous. C'est un partenariat qui, j'espère, sera au profit de la montée en compétences et j'en doute pas une seule seconde depuis le temps qu'on se connaît. Effectivement, on reviendra vers vous tous, acteurs de la santé publique, avec les précisions sur les formations présentielles et également distancielles, puisque vous faites partie de la base d'envoi email, donc on vous dérangera de temps à autre pour vous informer de ce qui peut être utile pour votre profession au quotidien. Et donc, je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'aller en vacances. En général, dans le domaine de la lutte 3D, c'est pas forcément le bon moment pour les vacances, mais je souhaite bon courage à tous. Merci encore, Nicolas, pour ta passion que tu nous as transmise durant cette heure et demie. Merci à vous. Et très salama pour ceux qui sont sur la route, qui ont tenu à se connecter malgré qu'ils sont en train de conduire. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Le webinaire a été enregistré. Il sera partagé. Le lien du replay sera partagé d'ici 1 à 2 semaines en général, le temps qu'on intègre ça dans notre plan de communication. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci Bonne à soirée. vous tous. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.